Bien, mes chers collègues, nous auditionnons aujourd'hui Madame Marilyn Anico, directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest Rennes, à qui je souhaite la bienvenue dans cette maison. Madame la directrice, nous avons auditionné la semaine dernière votre collègue responsable de la direction interrégionale Sud-Est Marseille, dont relève la maison centrale d'Arles. Nous vous entendons aujourd'hui car avant son arrivée à Arles, Franck Elongabé était détenu au sein du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, placé sous l'autorité de votre direction interrégionale. En juillet 2019, s'appuyant sur les avis émis par le chef d'établissement d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, la direction interrégionale de Rennes avait initié une proposition d'orientation de Franck Elongabé en quartier d'évaluation de la radicalisation. Les magistrats du siège et du parquet, de leur côté, avaient émis des avis respectivement réservés et très réservés sur cette orientation. Donc nous voudrions savoir quelle avait été la réaction de la direction interrégionale face à ces avis et face à la décision finale de l'administration pénitentiaire de ne pas orienter l'intéressé en Caire lors de ce moment et suite aux décisions de la CPU dangerosité, fondées donc sur le même avis. Leur régularité était, on le sait aujourd'hui, suite au rapport de l'inspection générale de la justice sujette à caution, au moins pour ce qui concerne le parquet qui n'avait pas compétence en matière post-sententielle pour émettre un avis sur une proposition d'affectation en Caire, comme chacun sait aujourd'hui. Avant son transfèrement à Arles, la direction interrégionale de Rennes avait-elle formulé à l'attention de la direction interrégionale de Marseille des recommandations particulières, des conseils quant à la gestion de Franck Elongabé, compte tenu de son profil et de la violence dont il avait pu faire preuve à Alençon-Condé-sur-Sarthe. Nous vous aurons bien sûr d'autres questions à vous poser, puisque vous pensez bien que c'est un sujet qui commence à devenir riche au fur et à mesure de nos auditions. Notre rapporteur, M. Laurent Marcangeli, il vous a adressé un questionnaire pour vous permettre de préparer cette audition. Nous vous remercions donc de bien vouloir transmettre ultérieurement à la Commission les éléments de réponse écrits, ainsi que tout autre élément d'information que vous jugerez utile d'apporter à la connaissance de cette Commission. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Comme d'habitude, je propose que nous commencions l'audition. Madame Anico, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie d'activer votre micro, de lever la main droite et de dire « je jure ». Je jure. Merci. Je vous cède maintenant la parole pour un exposé de dizaines de minutes. D'accord, donc peut-être déjà en tout premier lieu m'excuser pour ma voix éraillée, qui je l'espère tiendra jusqu'au bout de l'audition. En tout cas, j'ai tenté de la préserver aujourd'hui pour que ce soit possible. Peut-être quelques mots tout simplement pour vous présenter le ressort de la direction interrégionale du Grand Ouest. Donc c'est un ressort relativement vaste puisqu'il s'étend sur 3 régions administratives. Donc, que sont la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire, et sur 5 cours d'appel. Il comprend 24 établissements pénitentiaires, dont le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, et 14 PIP, dont celui de l'Orne, qui avait en charge donc en 2019, sur une partie de l'année 2019, M. Elongabé, sur une partie de l'année 2019. On compte un peu plus de 5000 agents sur ce ressort, et 10 585 personnes écrouées et 25 000 suivies en milieu ouvert. À la date de vendredi dernier, nous étions à 8 668 personnes hébergées sur ce ressort, avec un taux d'occupation en maison d'arrêt, au quartier maison d'arrêt, de 148%, et 311 détenus dormant sur des matelas au sol, donc chose malheureusement partagée avec les autres ressorts. Toujours à la date de vendredi dernier, la direction interrégionale a assuré le suivi en milieu fermé de 64 détenus TIS et de 76 détenus suivis au titre de la radicalisation. Sur les 64 détenus terroristes, on comptabilise 38 hommes et 26 femmes. Les 38 hommes TIS sont répartis sur 9 établissements de l'interrégion avec une forte concentration sur le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe qui s'explique par la présence d'un quartier de prévention de la radicalisation sur ce site, quartier qui, au jour de vendredi, accueillait 13 détenus, dont 8 TIS et 5 radicalisés, puisque les quartiers de prévention de la radicalisation accueillent également des détenus radicalisés non condamnés pour des faits de terrorisme suite à évaluation en quartier d'évaluation de la radicalisation.
Le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe a hébergé également 2 TIS en quartier d'isolement, dont un DPS. Les 26 femmes TIS, quant à elles, sont présentes sur les 5 établissements de l'interrégion qui bénéficient, qui sont dotés d'un quartier femmes, avec là aussi une forte concentration sur un établissement qui comprend un quartier de prévention de la radicalisation, en l'occurrence le centre pénitentiaire des femmes de Rennes, où 17 de femmes TIS sur ces 26 sont écrouées, affectées, dont 12 sur le quartier de prévention de la radicalisation. En milieu ouvert, les services pénitentiaires d'insertion et de probation de l'interrégion assurent le suivi de 7 TIS, majoritairement placés sous contrôle judiciaire, et de 16 suivis au titre de la radicalisation. 29 détenus particulièrement signalés sont présents sur le territoire de la direction interrégionale de Rennes, dont 6 en maison d'arrêt sur 4 établissements différents, avec une concentration plus importante à Nantes, puisque 3 sont sur cet établissement, et les 23 autres DPS sont écroués au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Sur ces 23 DPS, 6 sont placés à l'isolement, 2 sont au quartier de prévention de la radicalisation et donc 15 sont affectés en détention classique. Sur ces 8 détenus particulièrement signalés, 8 travaillent, 4 en atelier, 4 au service général, et l'un des DPS classés aux ateliers est également TIS et travaille au sein de l'atelier rattaché au quartier de prévention de la radicalisation. Ces 8 classements ont tous fait l'objet d'une information de la direction interrégionale qui n'a pas formulé d'observation. Donc je souhaitais vous communiquer ces informations qui me semblent importantes au vu des sujets qui vous occupent, et vous indiquer que l'établissement de Condé héberge un total de 109 détenus. Donc petite capacité, grosse densité en profil. Voilà ce que je souhaitais vous indiquer en propos introductif. Vous souhaitez peut-être que je continue sur les premières questions que vous avez posées, c'est comme vous le souhaitez. On va revenir dessus quelques instants. Donc effectivement, merci pour ces éléments d'explication de manière générique et macro sur ce dont il s'agit au sens à la fois de ce qui est de votre ressort d'un point de vue général et de la problématique particulière et en nombre et en qualité de gestion des TIS et des détenus radicalisés. De mémoire, c'est un petit peu plus sur certains nombres que la direction interrégionale de Marseille. Je crois que c'est 56 TIS traités. Vous avez parlé de 79, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, mais on est quand même sur des valeurs qui se rapprochent quand même en termes de ressort de compétences, ce qui donne un élément pour nous, qui sommes des béotiens, de regard des moyens affectés à la gestion de ce public. Néanmoins, évidemment, vous ne serez pas surpris que je vais revenir sur la question propre à l'individu, puisque dans nos travaux, dans ce que nous avons pu commencer à défricher à travers les auditions, il y a un certain nombre de dysfonctionnements et de contradictions qui ressortent. Et effectivement, cette année 2019, puisqu'il s'agit de Franck Elongabé, puisqu'on parle dans cette commission d'enquête de 2 individus, l'agresseur et la victime, qui ont été toutes les 2 détenus DPS et qui sont quelque part regardés maintenant en miroir dans l'histoire des choses. Donc il y a ce fameux moment du CAIR, ou du moins de l'avis favorable de la CPE dangerosité de Condé-sur-Sarthe pour un transfèrement en CAIR, suivi donc par la direction de l'établissement, mais aussi par la direction interrégionale. Et il y a cette mise en lumière par les inspecteurs de l'inspection qui a été menée, des avis réservés de juge d'application des peines antiterroristes et avis très réservés, je cite le rapport du parquet, pour ne pas transférer en CAIR, et une direction de l'administration pénitentiaire qui a suivi ces avis, l'inspection générale de la justice relevant que d'une part, la juridiction antiterroriste et le parquet n'avaient pas de compétences réglementaires post-sententielles sur la question du CAIR, sur le transfèrement, oui, mais pas sur le CAIR, et que la direction de l'administration pénitentiaire n'était pas liée pour suivre ces avis de surcroît pour cela. Bon. À un moment donné où il y a une conclusion générale, où en fait, lorsqu'on regarde les 4 CPU dangerosité d'Arles, qui ont toutes conclu la même chose, il lui fallu, c'est la conclusion de l'inspection, il lui fallu ne pas attendre Arles, ne pas transférer à Arles, mais il lui fallu, c'est l'avis de l'inspection, transférer dès 2019 Elongabé
Anker. Bon, donc moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez une mémoire de ce moment-là, notamment des débats contradictoires qui ont pu se faire jour entre l'administration pénitentiaire dans son niveau central, son niveau interrégional, l'interaction donc avec les juges et le parquet antiterroriste à ce moment-là. De surcroît, si je note, c'est aussi après l'événement, donc l'attentat terroriste qui a été perpétré le 5 mars 2019, où je vois qu'un des éléments d'avis favorable au passage Anker parle du changement de comportement de l'individu. Donc on parle bien de lui suite à cet attentat du 5 mars 2019. Donc on est à une commission de 12 juillet 2019, invoque l'inspection. Donc on est 4 mois après l'attentat terroriste en question. Donc j'aimerais que vous évoquiez ce passage aussi de changement de comportement là-dessus. Ça, c'est le premier point de demande et votre vision sur ce qu'il y a eu par rapport à ces avis contradictoires entre l'intervention de justification des peines, le parquet et le fait que la DAP en suive, et votre conviction de savoir s'il était utile à ce moment-là qu'il aille en Caire par rapport à ces éléments-là. Et le deuxième élément, étiez-vous en possession d'informations, puisque aussi un des sujets qui est maintenant sort de manière saillante de nos travaux, du fait que cet individu était considéré par les services de renseignement comme un haut du spectre des terroristes islamistes, c'est-à-dire donc quelqu'un qui était d'un niveau de dangerosité non pas médian parmi les 430 à 450 TIS à l'époque, présents sur le territoire français, mais quelque chose qui était dans le haut du pavé, un combattant. Voilà. Donc aviez-vous ces éléments qui vous avaient été transmis ou par le rapport judiciaire ou par les éléments du service de renseignement concernant cette information à ce moment-là. Voilà. Bien, Monsieur le Président, je vais peut-être commencer par le comportement, peut-être le parcours de Monsieur Elongabé sur Condé et du coup la motivation qui s'en est suivie de sollicitation de départ par mesure d'ordre et de sécurité avec effectivement une orientation CAIR préconisée. Donc Monsieur Elongabé, lorsqu'il est arrivé sur Condé, il arrivait en exclusion du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Les modalités de son arrivée ont fait qu'il a été placé de suite en quartier d'isolement. L'objectif était bien évidemment pour l'établissement de Condé-sur-Sarthe d'évaluer son comportement et de voir quelles modalités de gestion pourraient être retenues ultérieurement, soit un maintien en quartier d'isolement, soit une réintégration en détention classique, sachant que sur Vendin-le-Vieil, il avait fait un long passage en détention classique, avait eu une détention assez correcte de février 2018 à l'été 2018, non, de février 2017, pardon, à l'été 2018. Et nous pouvions éventuellement penser, à l'issue de l'évaluation, qu'il aurait pu réintégrer la détention normale. Ça n'a pas été le cas, car si au tout début, durant le premier mois, je dirais le mois de février, il a été assez correct, enfin même très correct d'ailleurs dans son comportement, distant avec les personnels quand même, très observateur des pratiques des agents, qu'on voit régulièrement dans les quartiers d'isolement. Les débuts donc ont été corrects, mais effectivement un événement dramatique a frappé le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe avec donc cet attentat que vous connaissez, perpétré par le détenu Kiolo et son épouse au sein des UVF, qui a valu à 2 agents d'être très grièvement blessés. L'un d'entre eux, d'ailleurs, ne devant son salut qu'à la présence au sein de l'équipe de l'unité sanitaire d'un médecin qui avait œuvré sur des théâtres de guerre et qui a pu apporter les premiers soins qui ont permis de sauver la vie d'un de ces 2 agents. À l'issue de cet attentat qui a coûté la vie d'ailleurs à Madame Kiolo dans l'intervention du RAID, s'en est suivi un mouvement social très dur, puisque aucun personnel ne prenait son service en dehors de quelques officiers de la direction et des équipes régionales d'intervention et de sécurité venant de tout le territoire et se relayant. Ça a duré plus de 3 semaines. Ça a eu forcément une incidence majeure sur la vie des personnes détenues, puisque ces dernières, en dehors de pouvoir bien évidemment se restaurer, puisque nous assurions la distribution des repas, se sont retrouvés cloîtrés dans leurs cellules pendant de nombreux jours, plusieurs semaines.
La reprise des personnels suite à cet événement, donc à peu près au bout de 3 semaines, les personnels du quartier d'isolement ont pu là constater que M. Elongabé n'avait plus du tout le même comportement. J'ai indiqué qu'il était habituellement sur les 4 premières semaines de son séjour, plutôt distant mais correct dans la relation. Là, il s'est positionné de façon contestataire sur le fonctionnement du quartier d'isolement, souhaitant absolument en sortir et surtout, petit à petit, venant au contact de détenus qui manifestaient leur mécontentement suite aux règles de sécurité qui avaient été mises en œuvre suite à l'attentat, devenant contestataires des mesures sécuritaires et notamment de la mise en œuvre de fouilles par palpation pratiquées sur les familles se rendant au parloir. Je tiens à vous indiquer que le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe est le seul établissement en France à pratiquer ces palpations sur les visiteurs. Moins aujourd'hui, puisqu'un portique de détection à ondes millimétriques a été mis en œuvre et il n'y a qu'en cas de lever le doute que les palpations sont pratiquées sur les familles. Donc ça a été de la contestation. Ensuite, on a vu une alliance justement avec certains détenus des quartiers maisons centrales classiques qui s'étaient retrouvés au quartier disciplinaire pour contestation. Le quartier disciplinaire étant à très grande proximité du quartier d'isolement. Et c'est là qu'ont commencé les incidents. Tout d'abord, un tapage qui l'a conduit au quartier disciplinaire. C'est là, à mon sens, qu'il s'est rallié avec les autres détenus. Et nous avons dû faire face sur cet établissement durant tout l'été 2019 à des incendies de cellules commis par M. Elongabé, mais aussi par d'autres détenus. Des incendies de cellules, des cellules détruites totalement, y compris les sanitaires, les passe-menottes. Au total, 7 incendies ont été commis par M. Elongabé. Sur début septembre, je reviendrai après sur la demande de départ par l'établissement. Sur début septembre, c'est monté crescendo puisque le 2 septembre, M. Elongabé a fait une tentative de suicide par pendaison. Le médecin qui l'a examiné à ce moment-là a indiqué qu'il était en crise suicidaire majeure, aiguë, a tenté de pouvoir obtenir son hospitalisation sur l'UHSA, donc unité hospitalière de sécurité aménagée, donc qui a la particularité, certes, d'être bien évidemment, comment je pourrais dire, bien évidemment donc outillée avec des soignants qui prennent en charge les malades, mais dont la sécurité périmétrique est assurée par l'administration pénitentiaire. Donc M. Elongabé n'a malheureusement pas pu être pris en charge car il n'y avait pas de place à l'UHSA à ce moment. Et par ailleurs, le centre hospitalier psychiatrique de proximité, compte tenu des profils des détenus de Condé, refuse de prendre en charge ces profils, y compris lorsqu'ils sont en crise aiguë. On a un deuxième épisode suicidaire a eu lieu le 10 septembre. Monsieur Elongabé, donc à ce moment-là, donc comparaissait devant le tribunal judiciaire d'Alençon pour les dégradations et incendies de cellules. Et au moment des réquisitions du parquet, s'est tapé la tête dans le box, a été extrait de la salle d'audience, réintégré par l'équipe régionale de l'équipe, les RIS, pardon, qui assurer son encadrement, installé dans sa cellule, vidé de tout objet pour éviter qu'il ne les utilise pour mettre fin à ses jours. Lors de l'intervention du médecin, a refusé un traitement oral et au moment où le médecin discutait avec la direction de la manière dont ils allaient pouvoir traiter la situation, sachant que l'hospitalisation en SDRE n'était pas possible, c'est à nouveau cogné la tête dans la cellule et a fait l'objet d'un traitement sous contention au sein de l'unité sanitaire. Au moment où Condé donc sollicite le départ de Monsieur Elongabé, on est juste après le premier incident, c'est-à-dire tapage, cellule cassée, après l'incident du 12 juillet.
Il y en a 9 autres derrière. L'objectif de l'établissement, c'est d'une part d'obtenir le départ de M. Elongabé, puisqu'on est face à un mouvement concerté au sein du quartier d'isolement et du quartier disciplinaire, mais bien évidemment de préconiser une évaluation en CAR. Je dis bien évidemment parce que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'évaluation. Je précise d'ailleurs qu'aujourd'hui, tous les détenus TIS, ensuite de l'interrégion, ont fait l'objet d'une évaluation, soit en CAR, soit en ambulatoire pour les femmes. Cette évaluation, au sens de l'établissement, était justifiée du fait du parcours, bien évidemment, et de la condamnation, de la nature de la condamnation de M. Elongabé, de son absence d'évaluation antérieure, de son changement de comportement donc à l'issue de l'attentat du 5 mars, de l'intolérance à la frustration dont il fait preuve, des propos morbides aussi qu'il pouvait tenir, et de l'impossibilité dans laquelle s'est retrouvé le binôme de soutien de pouvoir mener une évaluation, puisque après un premier contact avec l'éducateur du binôme de soutien, je crois que c'était au mois de mai, M. Elongabé a refusé tout entretien avec psychologue et éducateur du binôme de soutien, un binôme qui, comme je pense vous le savez, a notamment pour mission d'évaluer la radicalisation des personnes détenues. Cette orientation en CAIR, elle aurait permis, à mon sens, de pouvoir déterminer précisément quels pouvaient être les facteurs de risque et les facteurs de protection à mettre en œuvre pour une prise en charge la plus adaptée possible de M. Elongabé. Donc là, je parle de la détention, mais aussi nous étions à 4 ans de la sortie. 4 ans, ça peut sembler beaucoup, mais en réalité, une préparation de sortie d'un détenu terroriste, à mon sens, se prépare quand même bien en amont. Et donc, il semblait à l'équipe qu'il était intéressant que cette évaluation intervienne à ce moment-là. Il faut dire que M. Elongabé était favorable à son orientation en CAIR, puisqu'il l'avait indiqué au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation qui le suivait. Mais il faut savoir aussi que M. Elongabé souhaitait quitter Condé-sur-Sarthe et qu'il avait bien compris qu'un départ en CAIR aurait peut-être permis un départ plus rapide qu'une affectation dans un établissement classique de type maison centrale, bien évidemment le concernant. Concernant le fait que... alors, concernant l'avis des magistrats, il arrive assez fréquemment que les magistrats ne partagent pas l'avis des personnels pénitentiaires. Lorsqu'ils sont décisionnaires, nous sommes là pour les éclairer dans leurs décisions, tous professionnels confondus, ce que nous faisons. Lorsque nous sommes décisionnaires, il s'agit d'un avis. Pour le coup, il était normal que les magistrats émettent un avis. Après, moi, je ne me prononcerai pas sur la décision qui a été prise sur l'administration, par mon administration centrale, dans la mesure où je ne suis pas compétente en la matière. Par contre, ce que je souhaite indiquer, c'est que au moment où Condé formule sa demande de départ avec une préconisation d'orientation en CAIR, nous sommes au moment où le dossier est initié le 16 juillet et il n'y a que 2 incidents qui se sont produits. Ensuite, on a les 7 incendies de cellules qui s'enchaînent durant le mois de juillet et le mois d'août et les 2 tentatives de suicide. Ce qui fait que M. Elongabé n'est pas tout à fait dans les mêmes dispositions qu'au moment où le dossier est instruit en ses débuts. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Juste une précision, après je laisserai M. le rapporteur pour la suite, bien évidemment, mais est-ce que dans l'entrée à l'ancien Condé-sur-Sarthe, vous saviez qu'il était classifié comme haut du spectre? Non, alors pas haut du spectre, mais j'ai effectivement oublié de répondre à votre interrogation. Nous savions qu'il avait été arrêté en Afghanistan aux côtés d'Al-Qaïda. Mais après, haut du spectre, implication, nous n'avions pas d'éléments de détail sur son application. Mais qu'il était sur les théâtres de combat, oui, ça, nous le savions. Merci. Monsieur le rapporteur.
Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Je sais qu'il est difficile de pouvoir échanger lorsqu'on est... Je déduis de tout ce que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez pris le temps de regarder les questions que je vous ai fait parvenir et d'y répondre. Moi, je voudrais... bon, vous avez déjà décrit, je pense, de manière suffisamment large le parcours carcéral dont vous avez eu connaissance de M. Franck Elongabé, hein, notamment à Condé-sur-Sarthe. Vous venez de nous dire également que vous disposiez d'informations parcellaires sur ses activités à l'étranger dans le cadre de son adhésion terroriste à Al-Qaïda. Et je voudrais savoir, donc, une fois que vous avez eu, je dirais, à voir partir M. Franck Elongabé de Condé-sur-Sarthe, d'abord savoir si les process font que il y a un échange qui se fait avec le nouveau lieu de détention, et quel conseil, quel avis a été donné à la centrale d'Arles, à sa direction, eu égard à ce que vous aviez eu à connaître, et ce qu'avait eu à connaître la direction de Condé-sur-Sarthe. Et plus spécifiquement, si oui, si oui, je pense que oui, il y a dû avoir effectivement un échange là-dessus. Est-ce que vous avez souvenir exactement, voilà, d'avoir eu un échange à ce sujet en disant voilà, c'est un détenu qui pose des difficultés particulières, même si son dossier mentionnait, j'imagine bien, l'ensemble des incidents qui avaient émaillé sa détention sous votre responsabilité. Donc pas de contact entre la direction interrégionale de Rennes et la maison centrale d'Arles, puisque ça se fait entre pairs. Et bien évidemment, surtout sur des profils de cette nature, je ne doute pas que le chef d'établissement de l'époque de Condé ait contacté son homologue d'Arles, même si ça passe parfois aussi par les chefs de détention, qui sont les plus hauts gradés des personnels en tenue dans notre administration. Et il est possible que les contacts aient eu lieu plutôt entre chefs de détention. Concernant la direction interrégionale, les contacts entre les deux directions interrégionales, moi-même, je n'ai pas contacté mon homologue au sujet de M. Elongabé. Mon service département sécurité détention a transmis donc un certain nombre d'éléments au DSD de Marseille. En l'occurrence, bien évidemment, la décision d'affectation de l'administration centrale sur Arles, qui s'appuyait sur les incidents, les dégradations commises à Condé et sur l'état psychique qui s'était fortement dégradé de M. Elongabé, ont été transmis également au département sécurité détention ce qu'on appelle le DOT, donc le dossier d'orientation et de transfert, rempli par la direction de Condé et qui fait état d'un certain nombre de choses, notamment le fait que l'intéressé ait été appréhendé en Afghanistan, qui revient également sur la prise d'otage, puisqu'il avait à son actif une prise d'otage avant son écrou sur Vendin-le-Vieil, donc alors qu'il était détenu à Lille, qui revient sur effectivement la dégradation de son comportement au sein du quartier d'isolement suite aux événements du 5 mars. La contestation du fonctionnement du quartier d'isolement, donc qui est la sienne, et qui mentionne aussi, puisque j'ai oublié de l'indiquer, mais au sein du quartier d'isolement à l'époque était présent Lionel Dumont,
Et il y avait énormément de communication entre les deux, avec le sentiment au niveau de la direction de Condé que Lionel Dumont avait une influence sur M. Elongabé. Bien évidemment, ça n'est pas prouvé, hein, mais en tout cas, ils étaient en relation orale, hein, puisque l'isolement empêche tout autre contact, tous les deux. Et dans ce dot, mentionne aussi les contestations à des mesures de sécurité, donc suite à l'attentat de mars 2019. Par ailleurs, ont été transmis la totalité des observations formulées sous Genesis par les agents du quartier d'isolement, donc à observation quotidienne, puisque détenus isolés et DPS. Donc observation du 12 février au 16 septembre avec une interruption pendant le mouvement social qui a suivi l'attentat. Et par ailleurs, également, la décision de maintien au répertoire des DPS du 29 mai 2019, que DSD aurait eu, DSD Arles, à réception, bien évidemment, de l'intéressé, qui mentionne son potentiel de dangerosité, son instabilité, les incidents divers sur Vendin, où là aussi, il y avait des dégradations multiples, et y compris d'ailleurs une menace de prise d'otage suite à un refus de cantine de glace. C'est un détail, mais on voit bien que M. Elongabé a du mal à gérer ses émotions. Donc ce sont les éléments qui ont été transmis, sachant qu'au départ de Condé, M. Elongabé s'est retrouvé à l'isolement de façon transitoire dans un quartier d'isolement de mandataire région, en l'occurrence au centre pénitentiaire de Nantes, au sein du quartier Maison d'Arrêt, pendant près d'un mois, en attendant, je pense qu'une place se libère sur Arles, ou qu'une permutation puisse se faire, puisque en fonction des profils déjà hébergés, l'administration est parfois obligée de bouger certains détenus pour en affecter d'autres, et que ce passage n'a pas, par contre, posé de difficultés, dans la mesure où M. Elongabé, je pense, était satisfait de quitter Condé et attendait avec impatience une affectation sur un établissement dans lequel il aurait pu, à terme, reprendre un parcours de détention plus classique, sachant qu'il souhaitait travailler. Il en avait émis le souhait lorsqu'il était au quartier d'isolement, indiquant que l'inactivité faisait que le seul investissement de l'espace qu'il pouvait avoir, c'était celui de la prière. Donc, ce qui est aussi intéressant, je trouve, par rapport à sa façon de voir les choses. Et il avait demandé si le poste d'auxiliaire au niveau du quartier disciplinaire, du quartier d'isolement, pardon, se libérait, à pouvoir être classé à ce poste d'auxiliaire du QI. Et toujours dans cette période en fait où on est dans l'entre-deux, donc vous nous disiez que c'est vrai que parfois pour avoir des transferts, il faut attendre que des places se libèrent, j'imagine, parce que vous avez voilà, une forme de tourniquet qui parfois doit s'instaurer, puisque bon, la dangerosité d'un détenu de ce type fait qu'il ne peut pas aller dans n'importe quel établissement. À votre connaissance, est-ce que M. Elongabé avait émis des préférences ou avait essayé de faire remonter un certain nombre de desiderata, s'en aller de Condé sur Sarthe? Ça, on a compris que c'était vraiment son objectif premier, mais est-ce qu'à un moment ou un autre, il a émis le souhait d'être à Arles plus spécifiquement? Le seul moment où il a émis un souhait, c'est au moment où a été évoquée son orientation en CAIR, ou en tout cas la proposition d'orientation en CAIR qui était formulée par l'établissement. Il a indiqué au conseil pénitentiaire d'insertion et de probation qu'il y était favorable et qu'il avait une préférence pour le quartier d'évaluation de la radicalisation de Vendin-le-Vieil et à défaut celui de Fleury ou d'Ony. Est-ce que mes collègues ici présents veulent, à ce stade, prendre la parole? Je me tourne vers Madame Amiot, oui.
Merci Monsieur le Président. Madame, vous avez noté que, enfin, vous avez souligné qu'il y avait eu donc des mouvements de la part de Monsieur Franck Elangabé de façon concertée. J'aurais aimé savoir avec qui c'était concerté exactement, ou du moins quels autres codétenus vous avez pu identifier dans ce mouvement revendicatif, s'il vous plaît. Donc, en l'occurrence, il s'agissait de 4 détenus, dont je peux vous donner les noms si je regarde dans mes dossiers, qui étaient affectés donc, dans un quartier maison centrale classique et qui contestaient donc, les mesures de palpation des familles à l'entrée des parloirs et qui avaient fait l'objet de placements donc, au quartier disciplinaire. Monsieur Elongabé donc s'est retrouvé également placé au quartier disciplinaire pour la première fois suite à un tapage. C'est là qu'il a pu rentrer encore plus, j'ai envie de dire, parce que QDQI, on entend les choses aussi. Mais quand on est dans le quartier, c'est quand même plus facile pour discuter aux fenêtres. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est allié à eux, sachant que tous voulaient partir. C'est-à-dire qu'ils souhaitaient, M. Elongabé, mais aussi les 4 autres, quitter l'établissement parce qu'ils n'acceptaient pas les nouvelles mesures de palpation des familles, mais aussi de recadrage des mouvements à l'intérieur de la détention classique. Il a été, M. Elongabé, il a été entendu par les personnels, se positionnant un peu en meneur, en indiquant ce soir on va mettre le feu. Voilà, donc c'était quelqu'un qui se positionnait un petit peu en meneur vis-à-vis des autres, et il poursuivait un objectif commun qui était de faire céder l'administration pour quitter l'établissement. Et ça a duré tout le mois de juillet, tout le mois d'août, et je peux vous dire que les personnels de ce secteur en ont bavé et qu'ils ont tenu. Oui, vas-y. Autre question, du coup, qui va peut-être de pair avec ce choix de la palpation systématique des familles. Est-ce que pendant sa détention à Condé, il a été retrouvé parmi les effets de M. Elongabé des effets illicites, j'entends téléphone portable, enfin des objets qui n'avaient pas leur place avec lui en détention? Pas sur Condé, sur Vendin, par 2 fois une clé USB. Puisque j'ai regardé les incidents de Vendin, mais ce qui ne nous a pas alerté plus que cela. Et je précise que M. Elongabé, malheureusement, n'avait pas de visite, puisque c'est une de ses préoccupations majeures, me semble-t-il, et qu'il le porte vers un certain état de fragilité. Il n'a plus de nouvelles de sa mère depuis plusieurs années, qui est retournée au Cameroun, et du coup, ça le soucie, parce qu'il craint qu'elle soit décédée et n'arrive pas à avoir d'informations. Sa sœur est en rupture avec lui. Madame Aliko, je reviens sur un chiffre que vous avez évoqué tout à l'heure, même si ça peut vous paraître un peu chirurgical ou très précis, mais c'est important par rapport au parcours, ou de la genèse du parcours que l'on fait de l'individu et l'ensemble des éléments de notre possession. Vous avez dit que sur l'ensemble des TIS, il me semble, pas un n'était pas allé en Caire. Bon, voilà. Donc, vous avez dit aussi, en reprenant ma question sur l'avis du parquet, qui pouvait être usuel que le parquet donne un avis, même sur des choses dont il n'était pas compétent. Bon, c'est pas exactement ce que dit l'inspection en disant qu'il n'aurait pas dû donner un avis, mais c'est pas le détail. La question que je voudrais vous poser comme question: avez-vous déjà été confronté à des cas où il y a une commission de dangerosité qui visiblement était unanime, y compris avec son avis à lui, puisque vous nous dites qu'il était favorable. Je parle de Franck Elangabé. Avec donc une direction d'établissement qui suit, parce que vous avez bien compris que dans le cas d'Arles, nous avons une CPU dangerosité unanime à 4 reprises, non suivie par la direction d'établissement et avec dysfonctionnement de la remontée d'informations. Ça, c'est le côté Arles-Marseille. Mais avez-vous déjà vécu des cas où il y a une commission donc unanime, y compris ou pas d'ailleurs avec l'avis de l'intéressé, et pour le coup, il s'y est joint,
avec l'ensemble des éléments de la chaîne qui sont favorables, puisqu'on parle quand même de quelque chose d'important, puisque nous notons que vous avez des informations parcellaires, pour reprendre le propos de monsieur le rapporteur, ce qui est déjà en soi, vous l'avez bien compris, pour nous un problème, puisque l'écart entre, vous n'êtes n'y êtes pour rien, mais je parle par rapport à nos travaux, entre l'écart entre la dangerosité avérée par le service de renseignement et l'appréhension par l'administration pénitentiaire crée déjà un débat contradictoire aujourd'hui. Mais avez-vous déjà donc des éléments, d'autres exemples qui démontrent que le parquet et les juges ont donné des avis réservés face à une chaîne de décisions de psychologues et multidisciplinaires, donc unanimes quant à un transfert en CAIR. Vous est-il déjà arrivé d'être confronté à ces situations sans avoir de grands débats contradictoires, mais avez-vous déjà noté ce genre de choses? Je ne saurais pas vous le dire, parce qu'il faudrait du coup que je reprenne un petit peu toutes les orientations qui ont été transmises à l'administration centrale. Je n'ai pas souvenir quand même d'avoir été confrontée à ce type de décision, parfois sur des radicalisés. Ça, oui, où il y a une orientation qui peut être faite. Et avec une évaluation donc, qui peut être différente et surtout une priorisation, parce que l'administration centrale n'a pas à gérer que les propositions qui sont faites par la direction intergénérale de Rennes et les sessions CAIR ayant un nombre de détenus maximum par session, il y a aussi parfois des choix qui se font. Franchement, je ne saurais pas vous le dire. Il faudrait que je recherche et dans ce cas-là, je le mentionnerai dans ma réponse écrite. S'il vous plaît, oui. Surtout concernant les TIS, vous avez bien compris que c'est ce qui nous occupe. J'ai deux autres petites questions. Vous participiez donc fort logiquement au GED, je suppose, à l'évaluation départementale. Non. Non. Pas vous? Donc, non, moi je ne participe pas au GED dans la mesure où j'ai 14 départements. Et que donc je ne siège pas sur les 14 départements. Les représentants de l'administration pénitentiaire sont au nombre de 3 dans les GED, enfin 3 voire 4 même, je dirais, en fonction de la nature des établissements. Donc le chef d'établissement, bien sûr, ou son représentant, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou son représentant, le délégué local au renseignement pénitentiaire, et sur des GED importants, et c'est le cas de l'Orne, du fait de la présence du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, un membre de la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire, qui n'est pas un service de la direction interrégionale. C'est pour ça que je vous indique que la direction interrégionale elle-même n'est pas présente en GED. Dont acte, néanmoins, ce sont les outils, même s'il y en a 14, de décloisonnement entre certains services de renseignement, mais aussi entre l'administration pénitentiaire et les services de renseignement. Bon. Vous pouvez nous dire la régularité des réunions de ces outils? Alors, les GED ont lieu de façon mensuelle, en tout cas sur des départements comme l'Orne, parfois sur des plus petits départements où il y a moins de présence de TIS ou de radicalisés, les fréquences peuvent être un peu plus espacées. Et c'est tous les mois et avec une présence de tous les partenaires et avec des échanges, à ma connaissance, en tout cas dans l'Orne, riches du fait du public accueilli à Condé. Donc, par exemple, un individu comme Franck Longabé a été régulièrement analysé en GED de manière tout à fait logique. De façon systématique, la situation des TIS est évoquée et les radicalisés, peut-être plus les éléments nouveaux que nous pouvons communiquer, nous, administration pénitentiaire, sachant que bien sûr il y a des échanges avec les services du renseignement extérieur. Et notamment, je sais que sur le GED 61, il était assez souvent question aussi des visiteurs, puisque une concentration de terroristes dans un établissement pénitentiaire amène aussi la venue de familles, et dont certains membres peuvent faire l'objet de suivi par les services de renseignement classiques. Donc un décloisonnement fluide qui s'opérait de manière naturelle entre les services. À ma connaissance, oui. Je finis sur deux petites questions. Ensuite, il y aura d'autres questions, je suppose, monsieur le rapporteur. Dans ce cadre-là, les relations du chef d'établissement et en général l'administration pénitentiaire de votre zone
d'intervention avec le service national de renseignement pénitentiaire et les délégués locaux de renseignement, même si on sait que c'est un service de renseignement à part entière, évidemment, avec une hiérarchie qui lui est propre. Mais les lieux, on va dire, de contact et de fluidité d'information, puisque vous avez parlé de l'application logicielle Genesis pour les agents, qu'il faut remonter un certain nombre de choses, y compris pour les fichiers DPS, TIS, etc. Comment se fait à la base les éléments, comment vous vivez, vous avez vécu les éléments de relation? Outre les GED, est-ce que vous diriez que c'est l'échange entre un DLRP et les chefs d'établissement est plutôt fluide de manière régulière, où il y a des fois des problèmes de cloisonnement un peu trop importants? Voilà, question d'appréciation. Alors, globalement, il est fluide, et je dirais encore plus dans un établissement comme Condé, parce que la densité de profil suivie par le service du renseignement et par l'établissement le nécessite, sachant que quand on parle de suivi renseignement, il n'y a pas que l'ETIS, il y a le grand banditisme, il y a d'autres détenus condamnés pour des faits de terrorisme autres qui sont également suivis, les évadés et les grands violents. Et bien sûr, tous les publics DPS font l'objet de ce suivi. La CPU sur Condé, à ma connaissance, fonctionne très bien. Il y a du partage. Il arrive parfois que les DLRP, bien évidemment, préfèrent échanger certaines informations en direct avec le chef d'établissement et pas forcément devant tous les professionnels, mais c'est bien que du coup ça circule, et il en va de même à mon niveau avec la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire où bien évidemment nous avons des contacts et des petites synthèses qui nous sont transmises régulièrement, alors concernant plus de l'événementiel. Mais par exemple, la CIRP a bien évidemment été destinataire de tous les incidents commis par M. Elongabé durant l'été. Donc, c'est fluide d'un côté comme de l'autre. Je dirais que ça circule bien. Et je pense que Condé, c'est un établissement qui a été marqué par l'attentat du 5 mars. Cet attentat a été commis par un détenu radicalisé. Et à un moment, les personnels ont battu froid à leurs collègues du renseignement pénitentiaire, estimant qu'ils devaient savoir et qu'on ne leur avait rien dit. Donc je peux vous dire que quand on vit des choses comme ça permet d'être quand même en solidarité et de travailler de façon fluide et transparente. Toujours dans le respect de ce qu'on a à en connaître, bien évidemment. Dernière question de connaissance. Est-ce que vous avez eu connaissance de relations, vous avez parlé de M. Dumont avec Franck Elongabé, de relations entre Franck Elongabé et Belkacem, y compris lors de son passage à l'ancien Condé-sur-Sarthe, soit par voie écrite, par courrier ou par d'autres éléments? Non, ça ne me dit rien. Et dans les éléments que j'ai repris pour préparer l'audition, je n'ai pas vu ce type de contact. Très bien, merci. Mes chers collègues, plus de questions? Bon, je crois qu'à ce stade, nous avons eu toutes les informations qui nous permettaient de poursuivre nos travaux. Madame Anico, on vous remercie d'être venue jusqu'à nous, de nous avoir donné ces éléments d'appréciation, et puis bien sûr les éléments écrits que vous avez transmis ou vous allez transmettre, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup. Merci. Donc je vous rappelle qu'on se revoit, mes chers collègues, le 1er février, mercredi 1er février, voilà, avec M. Jean-François Ricard du Parquet national antiterroriste. Ah oui, le déplacement à la mission centrale d'Arles est reporté. Il était prévu le vendredi 17 février, et donc on communiquera une date valide le moment venu. Merci beaucoup.